Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. On se retrouve sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes et tout de suite, juste après la virgule. Pour ce dimanche 4 avril 2021, nous avons sur ce plateau trois responsables, trois journalistes de haut niveau que je vais vous présenter très rapidement. Je commence par ma droite, Dieudonné Katakula, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation ce jour. Je Toujours un rappelle que plaisir. vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matin. C'est ça. Merci d'être des nôtres. En face de vous, Gilles Chris, tu dis qu'on ne présente plus de toutes les façons sur télé. Gilles Chris, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. C'est moi. Un troisième qui va nous rejoindre d'ici là, Georges Anagonou. Il va nous rejoindre tout de suite. Nous rentrons dans le vif du sujet. Gilles Chris, quelle est l'actualité qui vous a marqué au cours de la semaine passée? Bon, vous savez, l'actualité s'impose, surtout au plan sociopolitique. Le Bénin est aux portes d'une nouvelle élection présidentielle. Très bien. Et donc, après une semaine de campagne électorale, j'ai souhaité peut-être qu'on puisse évaluer l'ambiance sur le terrain, le contenu des différents discours, et surtout, est-ce que effectivement la promesse du chef de l'État qui consistait à organiser une élection suffisamment festive, est-ce que cette promesse-là est en voie d'être tenue? Et selon vous, vous avez directement la parole. Pourquoi avez-vous choisi cela et ces aspects que vous avez abordés, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que l'actualité ne se crée pas. Parce que l'actualité, c'est ça, l'actualité au Bénin. Très bien. Et lorsque vous voyez un peu sur le terrain, hier par exemple, j'ai conduit un plateau où nous avons joint certains correspondants dans différentes régions du Bénin Très bien. qui nous ont rapporté. Et d'ailleurs, comme vous avez certainement dû le constater, même dans le littoral déjà, qu'il y a pratiquement un seul candidat en lice. Pratiquement, je dis, parce que si vous allez sur le terrain, vous ne verrez que le duo Patrice Talon, Mariam Talata Zimé sur le terrain. En tout cas, ce sont les affiches qu'on voit, même les camions qui font de la propagande un peu partout. Ce sont les camions de ce duo-là. Après, on se demande, est-ce qu'il y a encore d'autres candidats? Oui, sur le papier, oui. On a encore deux autres duos en lice, mais qui ont du mal à se faire voir. Vous voyez, par exemple, il y a le duo Corentin Kowi-René Agossa qui fait quelques descentes sur le terrain, qui va rencontrer ce duo-là, certaines populations dans des salles, peut-être une centaine de militants, etc., etc. Dans le même temps, le chef de l'État, le président Patrice Talon et sa colistière, Oui. puisqu'il est candidat à sa propre succession, Bien sûr. et sa colistière, ils vont faire des meetings dans des stades. Ils remplissent des stades entiers. On a vu par exemple à René Pleven, d'Akpakpa, que ce soit le stade de Ouida, etc., etc. Et là, ils ont même pénétré déjà à l'intérieur du pays. C'est pour dire que sur toute l'étendue du territoire national, on a presque l'impression qu'il n'y a qu'un seul candidat et sa colistière en jeu. Après, à quoi cela est dû? Peut-être à différents facteurs. Mais de toute façon, c'est le constat. Et quels qu'on sont fait ces facteurs selon vous, avant qu'on ne passe la parole au DP Katakula? Non, vous savez, une élection n'est pas une magie. C'est cela. On ne va pas à une élection sur un coup de tête ou en un claquement de doigts. C'est tout un processus. Et là où on est abouti, là, par exemple en 2016, le Bénin a enregistré 33 candidatures valides sur 48 dépôts de dossiers. Donc on a eu 48 dépôts de dossiers, après 33 candidats retenus par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, présidée toujours par l'actuel président, bon, Emmanuel Sando. En 2006, lorsque Boniaï venait au pouvoir, on a eu 26 candidats. Alors en 2021 maintenant, on se retrouve à avoir 3 candidats. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de la magie, c'est tout un processus. Le processus qui a conduit à ce niveau-là s'appelle la réforme du système partisan. Très bien. Où il y a une certaine classe politique qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas pu avoir l'opportunité d'aller à cette élection. La responsabilité, après, elle est partagée. Parce que moi, de mon côté, je trouve que nous avons un système, disons, un pouvoir d'État assez fort, qui est suffisamment rigide en place, qui est suffisamment redoutable, le pouvoir politique qui est
l'actuel gouvernement. Et redoutable peut-être, tout à fait. parce que pour avoir instauré des tests. Tout à fait. Non, d'abord, le pouvoir est redoutable en sa capacité à avoir le pouvoir, à exercer le pouvoir d'État. En face, vous avez une classe politique d'opposition qui, me semble-t-il, n'a pas de stratégie. C'est-à-dire qu'il réagit sur l'émotion. Et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé en 2019 pour les législatives. L'opposition, par exemple, n'aurait jamais imaginé qu'on puisse organiser des élections législatives sans elle. L'opposition avait cru que le chef d'État aurait eu peur d'avoir une Assemblée nationale à sa propre disposition. C'est-à-dire 83 députés soutenant ces actions. Mais ils se sont rendus compte, ces membres-là de l'opposition, que le chef de l'État n'allait reculer devant rien du tout. On a organisé l'élection, rien ne s'est passé. Conséquence, au COS-LEPI, on n'a personne qui soit l'émanation d'un parti politique d'opposition. On a au COS-LEPI, par exemple, actuellement, des acteurs politiques venus de l'Union progressiste du Bloc républicain, parce que ce sont ces deux partis qui sont à l'Assemblée nationale. Après, il y a évidemment le bras technique du COS-LEPI, l'ANT, je ne dénie pas ça. Il y a aussi d'autres processus. Par exemple, l'Assemblée nationale doit désigner des gens à la Haute Cour de justice dans certaines institutions. Lorsque l'opposition elle-même a vu ça, pour la présidentielle 2021, moi j'ai été horrifié déjà dès le début du processus, lorsque j'ai commencé à entendre certains acteurs politiques dire qu'ils ne vont pas quérir le parrainage. Et j'avais dit que c'était une grave erreur. Vous voyez, ils ne devraient pas dire on ne veut pas du parrainage. Après, vous avez vu tout l'imbroglio qui a eu lieu. C'est-à-dire, certains sont allés demander le parrainage, d'autres non, on dit on ne veut pas. Et dans le même temps, le pouvoir d'État, ou disons le camp présidentiel, parce que c'est deux choses différentes. Le gouvernement n'est pas à confondre avec les partis de la majorité. Les partis de la majorité ont sélectionné leurs adversaires. Pourquoi? Parce que ça ne vous a pas échappé que l'honorable Rachid Gbadamassi a dit, par exemple, retenez, chers journalistes, je le cite, que la candidate Rekia Madougou a demandé le parrainage avec détermination et a échoué. Et il y a eu un consensus au sein du Bloc républicain qui consistait à ne jamais lui donner le parrainage à elle. Il a dit. Or, qu'il vous souvienne que la candidate elle-même avait déjà dit qu'au sein de l'Union progressiste, elle aurait appris qu'au sein de l'Union progressiste, on n'aurait pas voulu lui donner le parrainage. Moi, je considère le factuel, le discours de Rachid Gbadamassi, pour dire que, le camp présidentiel n'a pas vraiment voulu ouvrir le jeu, mais les opposants n'ont pas su anticiper cela. Ils n'ont pas à leur tête un leader suffisamment stratège, suffisamment fin calculateur pour être à la hauteur. Résultat, nous sommes arrivés à une élection aujourd'hui où la campagne est presque terne, où les populations, ont presque droit, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entame, au son de cloche d'un seul camp. Très bien. Merci, Jésus-Christ Chidi. Dieu donné Katakula, vous l'avez suivi, et quel est votre avis sur la question par rapport à ce sujet, bien sûr? Non, par rapport à ce sujet, qu'on note que c'est presque un seul camp qui est présent sur le terrain, un seul camp qui est présent sur le terrain, c'est le camp Patrice Talon Talata. Et il a quand même bien fait l'analyse en touchant les différents camps qui ont conduit à ça. Et ce qui a conduit à ça, c'est la mise en œuvre de la nouvelle charte des partis politiques, toute la réforme constitutionnelle qui a suivi et qui aujourd'hui fait que nous remarquons juste que il y a deux duos de candidats qui se présentent à la limite comme des faits valoir. Il suffit d'observer sur le terrain. Et comme je l'ai dit toujours, c'est que nous avons les deux autres duos de candidats qui sont composés de gens qui, à la limite, ne savaient même pas qui seraient candidats. Des gens qui, un jour, se sont vus, l'opportunité s'est créée, ils se sont engouffrés dans... Oui, on n'a aucune preuve, d'accord, mais vous voyez qu'il y a de l'impréparation. Il n'y a qu'à lire les semblants de projets de société qu'ils ont mis à la disposition des médias et vous verrez qu'il y a plus de déclarations d'intention que de réflexions prospectives ayant permis d'accoucher de tels projets de société. Des gens qui veulent nous faire revenir, par exemple, en arrière à la Constitution de 1990, des gens qui se présentent à l'élection et disent aux populations que nous sommes venus pour un mandat de transition. C'est-à-dire, quand je suis électeur, vous venez présenter à moi pour dire
que vous êtes là juste pour la transition 3 ans et après vous allez organiser les élections, quelqu'un d'autre va venir. Je ne perds pas mon temps derrière vous. Je ne vous suis pas parce que apparemment vous êtes venu juste pour faire perdre du temps à tout le monde. Je ne dis pas ça parce que je critique quelqu'un, mais c'est dans le discours. Donc, je vois que et puis ils sentent qu'ils n'ont pas les moyens. Je ne sais pas. Pourtant, les forces Kori pour un Ils ont quand même les affiches, non, c'est pas suffisamment. C'est pas affaire d'affiches seulement. Les affiches dans la rue ne touchent que ceux qui veulent regarder ces affiches. Mais à côté des affiches, l'organisation pratique de la campagne, l'occupation du terrain à travers la campagne de proximité, le message politique qu'on fait passer à travers les leaders politiques qui sont derrière vous. Voyez-vous, par exemple, lorsque vous prenez les forces Kori pour un Bénin émergent, vous voyez 2 candidats isolés. Ils sont seuls et ils se promènent seuls. Vous n'avez pas les leaders des forces Kori pour un Bénin émergent. Pourtant, ils ont réussi à placer 6 maires ou combien de maires? Tout à fait. Ils ont 6 maires. Et on ne voit pas ces 6 maires-là dans l'action et dans l'activisme politique qu'on note par exemple du côté de ceux qui soutiennent le camp Talata, Patrice Talon. Donc vous observez ça là. Au sein même des forces Kori pour un Bénin émergent. Vous voyez par exemple, il y a certains leaders. Par exemple Théophile Yarou, moi je ne l'ai pas vu depuis. Pourtant c'est un classique de FCBE. Donc vous voyez que et même au sein du parti pour lequel leur candidature bat pavillon, c'est-à-dire qu'au sein même de ce parti, on ne sent pas l'engouement. Et ce n'est pas les populations qui vont manifester un certain engouement. Si même déjà au sein de cette classe politique, de ce parti-là, les gens hésitent, les gens traînent les pas à suivre le mouvement. Donc c'est dit que il y a un malaise. Peut-être que le choix des candidats n'a pas été consensuel. Et donc, certains ne veulent pas manifester publiquement leur mécontentement et ils se contenteront de parler peut-être après les élections. Après les élections, merci Dieudonné Katakula. Et comme je vous l'annonçais, notre 3e invité nous a rejoint, Georges Anagonou. Bonjour, Georges Anagonou. Bonjour Théodule, bonjour Dieudonné, bonjour Jocelyn. C'est vrai, j'ai la chance d'être le doyen sur le plateau, n'est-ce pas? Donc, je peux peut-être me permettre de venir en retard. Bon, voilà. C'est pas pour rien qu'on est doyen. Très bien. Et donc, je présente mes excuses aux auditeurs de Télé et Océan FM que bon, mais c'est pas de mes habitudes. Très bien. Et je sais pas, nous donner la parole, vous nous avez suivi en coulisses. Oui, j'ai suivi en coulisses ce que dire les collègues. D'abord, première chose, et si nous comparons la campagne actuelle aux campagnes passées, nous allons faire des erreurs. Nous allons commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que, comme il le disait, mon collègue tout à l'heure, il y a eu un mois, nous avons eu 30 candidats. Plus de 30 candidats peut-être. Alors, vous voyez 30 personnes en train de danser, ça donne plus de bruit. Mais quand 3 personnes dansent, quand à côté de 30 personnes qui dansent, 3 personnes, on ne les regarde même pas. Voyez-vous, donc, cette fois-ci, nous avons une campagne animée par 3 duos. Lorsque nous avions eu 30 candidats qui animent la campagne électorale, eh bien, rappelez-vous, à peine 5 étaient visibles. Et c'est ça, d'ailleurs, tout ça a conduit à la réforme partisane, parce que à peine vous voyez 3 en train vraiment de mouiller le maillot, le reste, vous savez qu'ils sont venus pour accompagner. Déjà en ce moment-là. Maintenant, si on n'a que 3 duos, et que même si un seul se comportait comme les autres se comportaient, c'est-à-dire il accompagne, eh bien ça va se faire remarquer tout de suite. Et c'est ce qui arrive. Nous remarquons tout de suite qu'il y a des duos qui ne mouillent pas les maillots. Il y a même un duo, je l'ai vu à la télé plus que sur le terrain. Ça c'est vrai, ça. Dit que des gens sont candidats après la réforme partisane. Et que, comme disait Dieudonné Katakula, qu'il y a 3 mois, il ne pensait jamais qu'il serait candidat. C'est extraordinaire. Faire ça, c'est dérouter la réforme partisane. Faire ça, c'est dérouter la réforme. Et moi, j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est chose où je l'ai dit. Les gens qui ont eu le parrainage, s'ils ne mettent pas le parrainage en valeur, parce que le parrainage a coûté cher. D'autres ont cherché, ils n'ont pas eu. Les gens ont battu des pieds, des mains, ils n'ont pas eu. Alors si eux, on leur a donné, ils ont l'obligation
de faire valoir le parrainage sur le terrain. Comme je l'ai dit, sinon, ceux qui auront encore moins de 1% ou bien 1%, qui n'auront au moins pas les 5% pour se faire rembourser, eh bien, vous savez ce qu'on fait à l'examen, ceux qui ont de très faibles notes ou bien de 0 dans une matière, on les ajourne. Donc, on va ajourner des gens pour les présidentielles prochaines, pour qu'ils ne reviennent plus amuser la galerie. Ceci dit, je pense que celui qui devait dire, bon, c'est déjà acquis, j'ai pas besoin de mouiller les maillots, c'est le contraire que nous observons. C'est-à-dire que le duo Talon-Talata, Talon a exercé le pouvoir pendant 5 ans. Donc il a des atouts. Il venait de terminer une tournée gouvernementale qu'il a placée au moment où il veut. Il faut reconnaître ça. Il a placé la tournée gouvernementale au moment où il veut. Sinon au moment où son planning lui permet. D'accord? Et le planning a été tel que, aussitôt qu'il a fini la tournée gouvernementale, quelques temps après, la campagne a commencé. La pré-campagne a commencé. Vous savez ceux qui ont animé la pré-campagne? La pré-campagne a été animée par le duo et Djemba Nkwe. La pré-campagne a été animée par ceux-là parce que ils ont compris qu'ils avaient de retard sur un candidat qui venait de terminer la tournée gouvernementale et qui a peut-être tous les moyens de l'État à sa disposition. Seulement, je constate qu'ils ne les utilisent pas et c'est tout à fait normal parce que c'est ce que notre Constitution a dit. Notre Constitution ne permet à personne d'utiliser les moyens de l'État pour faire la campagne. Ils seraient tombés à travers la loi. Donc, ils ont compris ça. Ça fait que très tôt, ils ont commencé par faire porte-à-porte dont parlait et Dieu donnait tout à l'heure. Moi, je les ai vus sur le terrain. Et après, nous pouvons dire que ce duo-là, surtout, a de monde derrière lui. Parce que, après avoir lancé la campagne à Djougou, avec la ferveur que nous avons constatée, ils ont lancé la campagne à Cotonou, je pense que c'était au Hall des Arts, quelque chose comme ça, avec la ferveur que nous avons connue. On n'aurait pas cru ça. Et justement, et ça vient contredire ce que disait Dieu donnait tout à l'heure. Comment se fait-il que quelqu'un qui il y a 2 mois ne savait même pas qu'il sera candidat, mais s'est mis dans le jeu et se comporte comme si, ce duo-là, se comporte comme s'il se préparait depuis pour la candidature. Certainement, l'expérience a pesé de leur côté. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le duo, on est ici entre hommes de la communication, n'est-ce pas? Oui. Donc on peut dire les choses. Je pense que le duo le troisième duo, oui. Moi j'ai un certain peu encore dit des trucs. Donc le troisième duo a encore de chemin à faire. Peut-être que c'est dans la dernière semaine que ce duo-là aussi va se mettre en scène. Donc bref, mais les dieux se valent et chacun aura. C'est au soir du 11 avril qu'on aura à juger. Non, tu veux faire l'homme de bois, tu veux ou bien tu veux faire plaisir à quelqu'un. Non, pas du tout. Les duos ne se valent pas. Devant la Constitution, peut-être, oui. Ils ont le même droit. Mais le factuel, ce n'est que le soir du 11 avril qu'on pourra les juger. Bon, de toute façon, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons, les duos se valent parce que elles vont toutes solliciter le suffrage des populations. Et c'est au thème du scrutin du 11 avril qu'on saura que les duos ne se valent pas. Maintenant, si on va comparer à ce qui se passe sur le terrain, on voit visiblement que les duos n'ont pas les mêmes moyens, ne se dotent pas de la même stratégie ou n'ont pas les mêmes stratégies. Et vous voyez que la stratégie Talon-Talata est peut-être plus efficace en termes de mobilisation. Et ce qu'on voit derrière eux, est-ce parce que Patrice Talon est au pouvoir et à l'avantage du pouvoir, donc beaucoup de personnes qui sont dans son appareil gouvernemental et aussi mouillent le maillot derrière lui pour qu'ils reviennent aux affaires afin qu'eux aussi puissent conserver leurs avantages. Donc peut-être c'est ça qui fait. Donc aujourd'hui, nous ici, on ne peut pas juste dire qu'il y en a un qui dépasse l'autre parce que c'est à la population béninoise que chaque duo va soumettre son projet. Très bien. Oui, il y a une question fondamentale. En 2016, lorsque Patrice Talon, candidat, venait à cette élection, vous prenez même un enfant de CE1, il vous aurait dit que c'était un candidat très sérieux dans la course. On a eu 33 candidats, c'est vrai. Et tout à l'heure, le doyen Georges Anagono disait à juste titre que même si on a une centaine de candidatures, peut-être que à la fin, c'est peut-être les 5 premiers qui vont rafler la majorité des scores. Oui, c'était un fait. Mais c'est surtout ça qui faisait le caractère festif de l'élection. Parce que tout à l'heure, on était en train de voir, mais est-ce qu'il y a des duos ou des candidats qui valent plus que d'autres ou qui
sur le terrain en tout cas, pèsent plus que d'autres. Oui. Patrice Talon aujourd'hui, lorsqu'il vient quelque part, ne serait-ce que parce qu'il est président encore en exercice, les gens ont la curiosité de le voir de leurs yeux. Très bien. Et ils diront, j'ai vu Talon moi-même une fois de ma vie. Ça suffit pour qu'il draine du monde. Après, est-ce que c'est en tant que candidat, est-ce que les gens le portent vraiment particulièrement dans leur cœur? On ne saurait le dire. Rappelez-vous que, je crois en 2010, Bruno Amoussou disait qu'il ne faut jamais confondre la foule au peuple. L'électeur n'est pas celui qui vient en tant que curieux pour voir de façon peut-être curieuse une personnalité qu'il a envie peut-être de voir de ses yeux. Les gens voient le chef de l'État à la télévision, c'est peut-être quelqu'un très discret, on ne l'a pas beaucoup vu pendant les 5 ans, descend sur le terrain. Donc, lorsqu'il a dit tourner de reddition de comptes, encore que là, j'ouvre une parenthèse, pour nous amener à analyser aujourd'hui le contenu des discours que le chef de l'État a tenu au cours de sa tournée dite de reddition de comptes, et maintenant ces discours qu'il tient au cours de cette campagne. Est-ce qu'il y a de différence? On ne saurait le dire. Je laisse la réflexion à ceux qui nous suivent. Mais pour dire quoi? Lorsque vous voyez par exemple le chef de l'État descendre sur le terrain, ça suscite de curiosité. Les gens sont mus naturellement par le souci d'aller le voir. Lorsque vous voyez par exemple en face Alassane Soumanou Djemba et Paul Humpé, voyez peut-être leur profil d'acteurs politiques fins. Ça laisse à désirer. Ne serait-ce que pour le colistier en tout cas. Parce que les gens se disent, mais comment se fait-il que celui qui peut-être n'a pas pu se faire élire maire dans sa commune, n'a pas pu se faire élire maire dans sa commune, il n'a pas eu la majorité des conseillers à Bopa, comment, par quelle magie, il va pouvoir avoir la majorité des suffrages pour pouvoir faire gagner l'élection par son duo? Ça pose un sérieux problème de par son aura ou de par sa personnalité. Ça ne se démontre pas scientifiquement. Mais en 2016, je vous le disais, on aurait pu voir déjà sur la trentaine de candidatures que Pascal Irénée Koupaki, tout le monde savait que c'était un candidat sérieux. Tout le monde voyait Abdoulaye Biotchane un présidentiable. Tout le monde voyait Patrice Talon présidentiable. Après, voyez les scores à la fin. Lionel Zissou, merci beaucoup, qui était d'ailleurs le candidat de l'appareil d'État. Quand Lionel Zissou partait sur le terrain, vous voyez l'affluence qu'il avait. Mais à la fin, il a perdu l'élection. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de ne jamais confondre la foule au peuple. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsqu'on voit, par exemple, la fin de cette élection en 2016, les 5 premiers candidats ont presque tout raflé. Les autres ont eu peut-être 0, et quelques pourcents et quelques pourcents. Peut-être que ça conduit à la réforme du système partisan. Mais moi, en tant qu'analyste, je me demande, ça gênait qui? Lorsqu'on avait par exemple 33 candidats, ça vous empêchait de manger? Je ne pense pas. Est-ce que ça m'empêchait d'être qui je suis? Je ne pense pas. Mais les hommes politiques se sont entendus. C'est leur problème. C'est leur problème. Mais lorsqu'ils ont fini de le faire, et qu'après, il y a des grincements dedans, qu'on puisse faire le constat. En tout cas, moi, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'aujourd'hui, nous avons, comme le DP Katakula l'a dit tout à l'heure, 3 duos en lice, mais on semble noter qu'il y a 2 qui font preuve ou qui se font passer pour des faits valoir. D'ailleurs, au sein des FCBE, vous avez vu tout le processus qui a conduit à la désignation des candidats. Ils ont presque désigné des candidats in extremis, ou juste pour aller à l'élection. Il y a toute une fronde au sein des FCBE. On a suspendu tellement de cadres au FCBE. Théophile Yarou, il avait été suspendu. Laurent Delofaton, suspendu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contre le processus de désignation de candidats. Ça fait qu'aujourd'hui, les FCBE n'ont pas, autour de ces candidats-là, toute la force des FCBE, tout au moins ce qu'il en restait en tant que parti. Donc aujourd'hui, FCBE déplumé. De l'autre côté, Irénée Agossa et son, on va dire, Corentin Koué, son colistier. Vous voyez sur le terrain, lorsque moi j'ai vu quelques reportages à la télévision de ce duo, par exemple, j'entends plus Irénée Agossa seul aller sur le terrain que même Corentin Koué. Peut-être que c'est l'expérience, c'est l'âge et tout ça. Peu importe, peu importe. Irénée Agossa a dit qu'il a obtenu le parrainage et qu'il a demandé à Corentin de venir. Très bien. Voilà, par exemple. Or, vous voyez sur le terrain où on a voulu, où on a fait des réformes. Parce que c'est la fin qui justifie les moyens. Comme on le dit, la fin justifie toujours les moyens. Mais c'est vrai, on a fait des réformes. Très bien, ça a été opéré. Mais lorsque les résultats ne donnent pas de bons fruits, il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de le reconnaître. Aujourd'hui, c'est vrai, l'élection aura lieu, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, vous voyez, dites-moi,
qui peut empêcher Patrice Talon de se faire élire aujourd'hui? On ne va pas faire dans la langue du roi. C'est vrai, l'élection aura lieu dimanche, c'est vrai. Oui. C'est le peuple qui va voter. Très bien. Dimanche soir, mais on saura tout ça. Je viens déjà de passer à mon scanner, à moi, le profil de ces différents candidats. Est-ce que vous voyez vraiment les gens voter massivement pour ces différents candidats? C'est vrai. Il y a tout à l'heure, je crois que c'est le doyen Anagono qui disait que celui qui aurait pu se reposer en prétextant de ce que tout est déjà gagné pour lui va sur le terrain, oui, il le fait. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, on va encore lui faire des procès pour dire voilà, il est trop sûr de lui. C'est normal qu'il aille sur le terrain. Et puis, aujourd'hui, de plus en plus, on sent dans ses déclarations qu'il milite plus pour un fort taux de participation que pour son élection. Il a dit à Lokossa, bon, je ne suis pas venu demander votre suffrage. Est-ce qu'il y a encore des gens à la maison? Je vois très nombreux. Tout le monde est déjà là, non? Allez voter massivement. C'est ce qu'il a dit. À Ouida, il a dit, je suis venu chez moi à la maison. Donc, je suis venu quérir votre bénédiction par votre élection. Il est déjà sûr d'être élu. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il a eu l'honnêteté de nous le dire avant. J'ai dit sur un autre plateau à d'autres occasions que Patrice Talon, en tant que personne, je ne parle pas là du président, est l'un des personnages ou l'une des personnalités les plus honnêtes que le Bénin ait connu, les plus ouverts. Il a dit d'avance. Tout à fait, tout à fait. Il a dit, ça dit, il est moins hypocrite, je veux dire. Il a dit d'avance que ce qui permet à un chef d'État de se faire élire, c'est sa capacité à contrôler le jeu. Aujourd'hui, on fait le bilan. Dites-moi. Il contrôle le jeu. Qu'on le veuille ou pas. C'est là. Mais moi, ce qui me touche, parce que dans son développement, il a parlé un peu de la réforme du système partisan qui a conduit à ça. Et moi, je vois encore cette élection comme, entre griffes, enfin, que la réforme n'a pas véritablement porté ses fruits. Pourquoi? Nous sommes partis du fait que la Constitution dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Et depuis 1990, nous avons constaté que aucun parti politique n'a pu à lui seul et solliciter le suffrage des populations et placer un candidat qui a pu requérir la confiance du peuple pour aller à la marina. Et donc, dans les motifs ou dans les justificatifs de la réforme du système partisan, on voudrait ramener les partis politiques dans le jeu politique. Et voyez-vous, on y est parvenu par exemple. Avant, pour les élections municipales, vous aviez des gens, ou bien on donnait la possibilité aux gens de se présenter en indépendant. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que ces indépendants, une fois au sein des conseils communaux, la guerre des partis fait que c'est celui qui est élu seul sur une liste indépendante, c'est lui-là qui se retrouve être le point de convergence des partis politiques et il devient maire simplement pendant que les partis politiques n'arrivent pas à conquérir les mairies. Donc, pour corriger ça, les gens ont dit non, ce sont des listes seulement qu'on veut et aujourd'hui, pour les municipales, c'est seulement les listes qui vont. Mais moi, je voudrais que, à l'avenir, qu'on ait le courage de pousser le bouchon loin pour dire oui, avant que quelqu'un n'ait une investiture, l'investiture doit être présentée par un parti politique. Le monsieur doit être membre d'un parti politique et comme on a refusé pour les élections législatives, faisons les réformes pour aller jusqu'au loin. Les élections législatives, on a dit oui, les partis politiques aujourd'hui au Bénin, on observe que ces partis ne sont pas suffisamment puissants pour à eux seuls mener une liste de candidatures par rapport aux législatives. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit on refuse les alliances de partis politiques. On refuse les alliances de partis politiques, donc c'est chaque parti politique qui présente ses candidats. On a réussi cette réforme-là. Pourquoi ne pas aller plus loin? Pour la présidentielle, pour dire, nous ne voulons plus des alliances de partis au premier tour. Vous avez votre parti politique, vous voulez être président de la République, vous présentez votre candidat. Donc, parce que vous voyez aujourd'hui que Union progressiste, Bloc républicain, UDBN, PRD, Moël Bénin, tous ceux-là aujourd'hui soutiennent Patrice Talon et le président Patrice Talon n'est pas candidat d'un parti politique. Voilà, on est certainement pas là pour faire le bilan. Le bilan de la réforme, tout à fait. De la campagne. Et là, le temps presse, vous avez voulu qu'on parle également de notre compatriote Bertin Corvy. Oui, j'ai observé, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai écouté les multiples audios de M. Bertin Corvy qui est revenu au pays, qui a rencontré Patrice Talon et qui aujourd'hui appelle ouvertement à voter pour Patrice Talon. Moi, ce qui m'a touché dans son message, ce n'est pas forcément l'appel qu'il fait à voter pour Patrice Talon, c'est l'analyse qu'il fait de l'opposition, ce qu'il pense de ses confrères de l'opposition et la conclusion à laquelle il est parvenu pour dire ce sont des gens qui manquent de stratégie ou ce sont des gens qui confondent la stratégie à la tactique. C'est-à-dire, il fait remarquer que
ils n'ont pas déjà conquis le pouvoir, que les guerres de tranchées ont déjà commencé en leur sein. Certains estiment que d'autres sont plus visibles, d'autres s'exposent plus au plan médiatique et donc pourraient leur ravir la vedette. Et il estime que les gens n'ont pas compris au sein de l'opposition la distribution des rôles entre ceux qui sont à l'extérieur du pays et qui ont la facilité de porter la voix de ceux qui sont à l'intérieur, puisque peut-être ceux qui sont à l'intérieur craignent pour leur vie ou ont une certaine peur, que ceux qui sont à l'extérieur ont cette faculté de pouvoir plus 10 un certain nombre de choses que les gens qui sont à l'intérieur, et que ce faisant, ça crée une certaine jalousie au sein de ces. Donc, il en est parvenu à la conclusion que du fait que les gens ont commis des erreurs sur toutes ces années, qu'aujourd'hui, ils ont validé de fait les réformes entreprises par le président Patrice Talon, parce que leur candidature a été présentée sous la base avec un candidat titulaire enfin, ils ont accepté le duo de candidats. Donc, que c'est un anachronisme vraiment qui ne dit pas son nom, parce que vous contestez les réformes, vous contestez le parrainage, et maintenant, dans cette même réforme, vous acceptez de présenter des candidatures en duo, et après vous commencez à récuser le parrainage. Vous récusez le parrainage, et après vous vous êtes mis à la recherche de ces parrainages pour commencer à négocier avec ces partis. Et moi, je pense qu'il le dit aussi que à la place des autres partis politiques, il ne leur aurait jamais donné de parrainage, parce qu'on ne donne pas l'âme à son adversaire pour le battre. Donc, c'est cette enfin, ce pragmatisme de Bertin Kohovi qui m'a marqué dans l'actualité de cette semaine, non pas parce qu'il soutient la candidature du président Patrice Talon, mais cette leçon qu'il donne à l'opposition de pouvoir véritablement définir les objectifs. Parce que quand vous avez un objectif, après, vous savez ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Mais au sein de cette opposition aujourd'hui, on sent que chacun a son agenda caché, et c'est quand l'opportunité se présente qu'on fait front commun pour des circonstances, mais jamais un front commun pour l'atteinte de l'objectif. Vous voyez, donc c'est à peu près ce que... oui, merci. Bertin Kohovi qui était tout à l'heure sur l'émission, sur le plateau de l'entretien, vous l'avez suivi avec Angèle, il est resté droit dans ses bottes et clair que oui, c'est Patrice Talon ou rien, et qu'il y a de l'ambition comme Katakura. Écoutez, lorsque Bertin Kohovi nous dit c'est Patrice Talon, il nous dit quoi de nouveau? Il ne dit rien de nouveau. Lorsque vous êtes un homme politique, oui, vous devez avoir une position lisible. Vous devez avoir une position lisible et claire. Est-ce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas... Et c'est ça qui me gêne, je ne voulais pas parler de ça. Parce que quand nous en parlons beaucoup sur les plateaux, c'est en ce moment que nous donnons de la popularité à M. Bertin Kohovi. Parce que lui qui dit, il dit, je viens à Patrice Talon parce que mes amis de l'opposition ont déposé leur dossier par rapport à ce qu'il vient de dire. Mais donc, s'ils n'avaient pas déposé, donc lui voulait l'opposition radicale, qui ne dépose aucun dossier, qui n'accepte pas du tout les réformes. Mais celui qui est dans cette radicalité, c'est lui qui, du jour au lendemain, va de l'autre côté. Non, mais moi, je ne suis pas. Moi, je n'arrive pas à suivre des gens comme ça. Voyez-vous, et je me pose des questions, et il a dit tout à l'heure pour dire, si vous n'avez pas été élu, mais vous n'avez pas élu conseiller. Je voudrais poser une question. C'est où la troupe de Bertin Kohovi? C'est où c'est où? C'est où? Oui, d'accord, mais restons alors. Puisqu'il parle toutes les langues du Bénin. Mais ça peut-être que Dieu donné connaît. C'est où, Fief? C'est un personnage atypique qui s'est bien plus fait révéler par son activisme médiatique et sur les réseaux sociaux. Il a dit lui-même qu'il a fait plus de 3000 audios. C'est normal que tu puisses te faire remarquer si tu as déjà fait 3000 audios. Seulement que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que se trouve l'électorat. Parce que ce qui peut intéresser Patrice Talon aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vient avec lui, qui lui apporte. Vous savez, quelqu'un qui a eu la démarche contraire, c'est Alain Adiou. Alain Adiou était avec FDBE et FCDB. D'accord? Qui se disait parti de l'opposition. Mais lorsque FCDB est parti pour soutenir Patrice Talon, eh bien Alain Adiou a quitté carrément pour aller dans un autre parti de l'opposition. Et moi, je l'ai croisé sur un plateau. Et il est droit dans sa démonstration. Voyez ce que j'ai dit. Quelqu'un, quelqu'un qui se dit un homme politique sérieux, d'accord, qui a déjà posé ce pas-là que nous sommes en train de dire, aller d'une extrémité à l'autre. D'accord? Et puis,
Et moi, j'ai suivi des audios. Non, quand on fait la politique, on n'amuse pas la galerie. En train de manger et de dire aux Béninois, voyez-vous, ce plat, il y a de poulet dedans. Mais moi, ce que je disais, c'est... Non, fais attention. Sinon, tu vas parler plus que moi. Fais attention. Je n'ai pas encore parlé. Il n'a pas encore parlé. Et je voulais te demander, est-ce que tu comptes, en tant que doyen, il faut mieux que je termine l'émission et que les gens ne parlent plus. Non, juste pour dire que pour Patrice Talon aujourd'hui, c'est vrai, Bertin Kofi n'apporte pas de l'électorat. Parce que, disons-nous la vérité, par rapport aux analyses que nous venons de faire, Patrice Talon est presque sûr de son affaire. Oui. Son combat aujourd'hui, c'est le taux de participation. Et pour avoir ce taux de participation, il faudrait décrisper l'atmosphère. Il faudrait rassurer les uns et les autres. Donc il faut manger amior. Et les gens comme Bertin Kofi étaient des gens qui polluaient l'atmosphère, qui faisaient peur aux gens, qui même à la limite disaient on va prendre... Moi, il m'a jamais fait peur. Donc, son arrivée est comme... une manière de décrisper l'atmosphère, de rassurer les uns et les autres que le président Patrice Talon ne veut pas exclure quelqu'un du jeu politique. Au contraire, il est prêt à travailler avec ses adversaires. Tu sais ce qu'il a fait de ce que un événement. Voilà, non mais je lui permets. Je m'attendais que je finisse quelque chose. Non mais, vous savez, ça allait être un non-événement. Si dans la presse, nous ne nous en étions pas saisis pour en parler. C'est vraiment là où est venu l'événement. Sinon, il n'y avait pas d'événement. Ce que je suis en train de dire, et c'est tellement sérieux. Moi, dans mon village, ce qui manque aux gens, ce n'est pas le armior et le poulet, au fait. C'est pas ça qui manque aux gens. Ce qui manque déjà, c'est qu'ils n'ont pas le armior. Ils n'ont pas encore la pâte. Mais dès qu'on revient tout de suite, il a la pâte et le poulet dedans. Et il dit aux gens, prenez Patrice Talon pour que vous puissiez avoir comme moi. Non, mais attendez, lui, il a combattu Patrice Talon tout le temps. Pourtant, il a ça dans son plat. Et ceux qui sont restés ici n'ont pas combattu Patrice Talon, il vient nous dire maintenant, faites comme moi, comme ça vous... Non, on va être sérieux, on va être sérieux. On va être sérieux, moi voilà, j'avais pas envie d'en parler. C'est la question. Très bien. C'est vrai, honnêtement, ça me fait de la peine d'opiner sur ce sujet-là, honnêtement. Mais comme on y est, il faut que je vous dise concrètement ce que j'en pense. Je ne savais même pas qu'on allait en parler qu'on allait en parler sur cette émission. Et je suis tombé aujourd'hui sur quelques extraits de l'émission qui passait sur Télé justement. J'ai suivi quelques extraits. Et j'ai entendu un Bertin Kofi qui, effectivement, c'est le droit de tout citoyen d'avoir une position politique. Lorsqu'aujourd'hui, ça ne vous plaît pas. D'ailleurs, si vous vous engagez en politique, Monsieur Katakula, vous êtes libre de choisir votre camp. Aujourd'hui, vous pouvez faire de l'opposition, demain vous pouvez faire la majorité, ce n'est pas notre problème. Après, les questions que moi, ça suscite en moi. Bertin Kofi était recherché par la justice béninoise. Il a été la cible de la justice béninoise. Est-ce qu'il a suffi juste qu'on dise je soutiens le président de la République candidat à sa propre succession pour que tous ses péchés lui soient pardonnés aux yeux de la justice? C'est une question. Non, moi je pose une question. Okay. Il a même répondu à ça. Il a dit qu'il n'a pas de dossier. Non, attendez. Son nom figure sur le site. Ah, il a vu le juge? Il a vu le juge. Non. Son nom figure sur le site du ministère de la Justice. On va continuer avec ça. Et il est sur le site du ministère de la Justice. On a même mis l'infraction, tout ce qu'on lui reproche, c'est là. On a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Est-ce qu'il suffit pour que si on est recherché par la justice, qui est un pouvoir à part du pouvoir du président de la République, le président de la République, c'est une institution à part. Il y a la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'il suffit juste de dire je soutiens le président de la République pour que la justice, disons, blanchit tout citoyen? C'est une question. L'autre chose, combien de personnes auraient pu ou peut-être seraient déjà dans les liens de la justice rien qu'après avoir écouté les audios de M. Kofi et après l'avoir imité. Parce que si vous êtes au Bénin et que vous écoutez les audios de quelqu'un, ça peut psychologiquement vous galvaniser. Vous allez vous dire, voilà au moins quelqu'un qui pense comme moi. Voilà quelqu'un c'est l'objectif aussi de ces audios. Très bien, voilà quelqu'un qui a la même conviction que moi. Aujourd'hui, combien de jeunes n'ont peut-être pas été emprisonnés de son fait, ou bien ne serait-ce pas dans des ennuis judiciaires après l'avoir écouté? C'est un appel à l'endroit de la jeunesse. Moi-même, je suis jeune. Pour que les jeunes qui, pour peut-être quelques prébendes, se laissent manipuler, qu'ils se rappellent que chacun répond toujours devant la justice ou de sa vie personnellement. Bertin Kofi a dit aujourd'hui, suite à une question qui lui a été posée,
de savoir, on lui a demandé, mais voilà, vous n'avez pas de papier. Comment est-ce que vous êtes venu au Bénin? Et il a dit, bon, que lui, il voyage par jet privé, et que si quelqu'un a besoin de lui quelque part, eh bien, il suffit juste tout à fait, il demande qu'on lui envoie un jet privé pour qu'il puisse voyager. Très bien. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, de son niveau, il a la capacité de voyager en jet privé, d'aller, de venir. Il est là, tout, dans son pays, c'est son droit. Mais encore une fois, que les jeunes s'interrogent, se demandent, est-ce que vraiment ce que je veux dire là, ou ce que je veux faire, est-ce que c'est de mon propre chef? Ou bien, est-ce que c'est parce que telle personne m'a demandé de le faire que je veux le faire? Aujourd'hui, Bertin Kovi est là. Il a été reçu par le président de la République. Mais il y a des jeunes qui ont été arrêtés à Kadjerou en 2019. Il a l'audience pour le 6. Même le 6 sera encore reçu. Le 6 sera encore reçu. Oui, Non, mais moi, je voudrais rappeler au président Patrick Talon. S'il vous plaît, vous avez écouté. Puisque vous avez parlé de Bertin Kovi, on va décortiquer maintenant et la prochaine fois qu'il va passer. Non, mais Bertin Kovi a dit sur un plateau hier, il a dit, lorsque on allait après le premier tour, en 2016, lorsqu'ils allaient au second tour, qu'ils se sont retrouvés à Zalaï avec le candidat Patrick Talon. Et que lui, il a pris 3 millions pour aller faire conférence de presse. Et que c'est suite à ça que lui, il a dit non, qu'il ne supporte pas Patrick Talon, il supporte Lionel Zissou. Et qu'il va échouer avec Lionel Zissou. Et avant de revenir, Bertin Kovi a montré que tous ces affaires sont parties. Et que même son enfant. Attends, juste, Anago, nous, on va rester. Rappelons pourquoi le président Talon puisse savoir ce qu'il Non, il le sait très bien. C'est pas pour le rappeler. Il sait très bien. Il a dit qu'il n'a pas trouvé l'argent pour envoyer son enfant à l'école. Il a dit que toutes ces affaires là-bas sont... Et puis avant de venir, il a appelé Charles Toko de lui envoyer l'argent parce que quelqu'un a dit ça. Il a demandé... Bon, maintenant qu'il est revenu, il faut que tout le monde aille lui donner l'argent. Si vous le permettez, oui, encore une fois, je ne lui dénie jamais la citoyenneté béninoise. Je ne peux d'ailleurs prétendre faire ça. Mais j'étais en train de tirer des leçons tout à l'heure vis-à-vis de la jeunesse. En 2019, il y a des jeunes qui, peut-être, après avoir écouté certains leaders plus âgés qu'eux, se sont mis dans la rue en 2019 pour protester. C'est vrai, la protestation, elle est du fait d'un citoyen. Un citoyen peut protester, d'accord. Mais est-ce que cette protestation est une conviction personnelle? Est-ce qu'on y croit? Ou bien est-ce que c'est parce que tel leader, telle personnalité nous a invités pour pouvoir, dit-on, délivrer un État, sauver le pays, qu'on le fait? Ces jeunes-là qui ont été arrêtés, s'il n'y avait pas la loi d'amnistie, peut-être qu'ils seraient encore en prison à l'heure là, où Bertin Kovi serait en train de manger son amior, serait reçu par le président de la République à plusieurs reprises, etc. etc. Donc, moi, je voudrais m'en arrêter là pour pouvoir nous inviter à nous tous à réfléchir sur ces différentes interrogations et lancer aussi la réflexion. Quel est le lien, quelle est la qualité de la séparation des pouvoirs aujourd'hui au Bénin? C'est une question que je lance et à nos téléspectateurs et à nous autres qui sommes ici. Oui, certainement. Si il a annoncé le 6 avril, il sera reçu par le président de la République. Mais si le président n'est pas sans savoir qui est Bertin Kovi, en tout cas, il le fait, c'est un citoyen un peu particulier sur les bords. Oui, moi ma lecture de la situation, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je parle pour régler une situation. Oui, ma lecture de la situation n'est pas liée à la personne de Bertin Kovi. Moi, je parle du contexte et peut-être de chercher à comprendre la réaction du chef de l'État quand il a reçu. Et que peut-être le fait qu'il ne soit pas encore inquiété. Parce que quoi il dit, quand il est revenu, il est allé voir le juge d'instruction qui a mis le mandat. Donc, et que la façon dont, pour annuler le mandat, ça prend un temps. Oui, ça prend un temps. C'est toute une procédure. Parce que, non, il n'a pas dit. On a porté plainte contre, le Bénin a déposé plainte contre lui en Guinée. La Guinée a conclu à un non-lieu de l'affaire pour laquelle il est poursuivi. Donc, à partir de cet instant, le Bénin ne peut plus, puisque le Bénin avait confié l'affaire à la justice guinéenne. Donc, les gens ont conclu à un non-lieu. Donc, à partir de cet instant, il doit rentrer chez lui. S'il rentre chez lui, la première des choses à faire, c'est de se présenter au juge. Ce qu'il a fait. Donc, moi, je ne voulais pas justifier ces choses-là. Mais ce que je lis dans la chose, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez une opposition tétanisée, crispée, qui a appelé au boycott en vain et qui aujourd'hui n'a visiblement même plus de la voix pour appeler au boycott ou autre. La situation était suffisamment crispée. Donc, pour moi, quelqu'un comme Bertin Kovi qui vient avec son activisme, avec
tout ce qu'on a entendu de lui, toutes les diatribes qu'il a lancées contre le président Patrice Talon, et que les chefs de l'État le reçoivent et aujourd'hui se comportent comme quelqu'un qui veut une conciliation, qui veut que vraiment il n'y ait plus de tension dans le pays et autres. Je me dis que tout cela participe de la décrispation de l'atmosphère pour permettre aux citoyens quand même d'aller au vote vraiment sans crainte et de se dire qu'on est rassuré parce que les fauteurs de troubles ou les gens qui, comme Kobi qui appelaient vraiment à autre chose, sont quand même aujourd'hui là, non pas parce qu'ils appellent forcément à voter pour le président Patrice Talon, moi c'est pas mon problème, mais c'est l'ambiance de la situation que ça peut permettre de décrisper et ouvrir peut-être la voie au retour d'autres personnes qui ne sont plus là ou à qui la justice reproche des choses. Et peut-être que le chef de l'État, après son élection, peut-être s'il est reconduit, dans son discours d'investiture, pourrait déjà annoncer un certain nombre de mesures pour montrer au peuple béninois qu'il n'est pas quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. Voilà. Surtout que tout à l'heure, Bertin Kovi a donné des orientations, il a donné des conseils à ses aînés par rapport à ce qu'il peut faire. Attendez. Oui. Et Bertin Kovi est venu trop tard. Parce que vous et moi, là, Dieu donné, sur les plateaux, nous avons tout le temps appelé à la pacification de la situation. Oui. Nous avons tout le temps appelé pour dire que, eh bien, les élections doivent se passer dans le calme et dans la paix. Et voilà le président de la République qui donne un espace. Pardon. À quoi nous en tenions, c'était que le Bénin, après tout, nous appartient. Et ceux qui peuvent appeler à brûler la terre, c'est ça, ceux-là, ils n'aiment pas le pays. Or, appeler à brûler la terre, c'est ce à quoi qu'on s'est livré tout le temps. Et ce qui casse l'opposition, ce qui casse l'opposition, si l'opposition a de problèmes, disons aujourd'hui, c'est exactement le comportement que Bertin Kovi est en train d'avoir, qui casse l'opposition, de conduire les autres jusqu'à un moment donné. Non, je demande de conduire les autres jusqu'à un moment donné. Et quand il voulait prendre cette position-là, est-ce qu'il a appelé ses autres collègues de l'opposition pour dire, mais venez. Il a dit qu'il les a contactés, Oui, bien sûr. Tu as vu leur réunion. Attends, est-ce qu'il les a contactés pour dire maintenant, là où nous en sommes là? Eh bien, arrêtons. Et c'est sûr que ça ne va pas se passer comme ce que lui l'a fait là. Moi je vous dis, j'ai entendu. Je ne sais pas si c'est réel, mais sur un plateau, j'ai entendu M. Nourini Achade dire que eux, ils considèrent que le président de la République est le père de la nation, ce qui est juste, et qu'ils ont demandé à rencontrer le président depuis et qu'ils n'ont pas pu. Moi, j'ai dit, s'ils ont pu poser ce pas-là, c'est peut-être que le calendrier du patron, le calendrier du président ne lui a pas encore permis de le faire. Mais nous sommes des fils de ce pays-là. Imaginez un instant que Bertin Kovi envoie demande et que les démocrates envoient demande. On devait traiter quelle demande en premier? Ça, c'est au président de la République. Non, pour nous qui sommes dans le pays, nous n'allons pas mentir au président Talon. Nous n'allons pas lui mentir. Pour nous qui sommes au pays, moi j'ai dit quelque chose. Quand les gens appelaient au dialogue, j'ai dit, ce qu'on veut faire là, le respect de la loi, les hommes politiques sont capables. Ils pouvaient aller se parler et tout le monde va accepter pour dire oui, c'est normal, on ne peut pas déplacer la date des élections. Il faut qu'on et donc pour aller aux élections regroupées, pour aller aux élections générales, il faut effectivement peut-être ajouter les 45 jours. Les hommes politiques peuvent se parler. D'accord, nous voulons ce dialogue-là. Et moi, j'en appelle, honnêtement, au chef de l'État, si c'est encore possible, s'il a eu l'énergie nécessaire pour recevoir ceux qui l'ont menacé de mort, ceux qui ont tout dit. Il n'y a pas Bertin Kovi seul. Il y a eu le colonel Tawes aussi, qui avait dit des trucs, qui avait menacé. Le chef de l'État a eu l'énergie nécessaire pour les recevoir. Eh bien, cette énergie-là, je demande qu'il ait encore un peu de cela pour pouvoir recevoir les démocrates. Le secret de son programme. Non, mais moi, je demande. Attendez, citoyens. Je fais mienne les conclusions du doyen Anagono et je voudrais inviter les différents acteurs politiques à chaque fois mesurer l'enjeu du contexte. Enfin, oui, tout à fait, l'enjeu du contexte et de l'époque. Aujourd'hui, on est en train de voir que dans le cadre d'une élection présidentielle, peut-être l'impensable se produit. L'impensable pour les naïfs. Parce qu'en politique, dit-on, il n'y a jamais d'ennemis éternels, il n'y a que des adversaires et des partenaires de circonstances. Et tout le monde le confirme tout le temps. Donc, ne soyons pas naïfs. Seulement, ce qui peut être dérangeant dans le processus, c'est lorsque certains peut-être se font voir comme étant très convaincus de leur position. Mais alors, très convaincus de leur position, et du jour au lendemain, sans autre forme d'explication, revirent, c'est-à-dire font un virement de 360 degrés. Parfois, ça laisse à désirer. Encore une fois, je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, la jeunesse n'a aucun modèle. Mais alors, aucun
modèle au plan politique, qui aujourd'hui a une certaine exemplarité en lui-même, en tant que personnalité, qui puisse inspirer vraiment de l'intégrité à la jeunesse. Il n'y en a presque pas. Tout bord confondu, je veux dire. Tout bord confondu. Nous sommes là et malheureusement, je ne sens pas ces jeunes-là prendre conscience de la situation et faire, disons, un break pour mesurer l'ampleur de leur avenir aujourd'hui, qui est en train d'être peut-être bâillonné ou banalisé par tout ce qu'on est en train de voir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ce que veut dire, je voudrais conclure, peut-être, si c'est ma dernière prise de parole. Certainement, oui, parce que là, nous sommes... Tout à fait, je voudrais conclure, en invitant tout à fait les jeunes à être suffisamment conscients de leur propre avenir, à lutter pour gagner leur vie à la suite de leur front. Je voudrais aussi prier pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions, parce qu'il y a un certain discours, il y a une certaine campagne d'ailleurs de ramassage des pneus de la police républicaine dans les quartiers ce week-end, j'en ai vu. Si on en arrive là, c'est qu'on craint quelque chose. Si la police se met à ramasser tous les pneus dans les quartiers, c'est qu'on craint. Oui, mais c'est parce qu'on sait que quelque chose est là et que ça peut détonner. Donc je voudrais prier... Non, mais tout à fait. Donc je voudrais prier que tout se passe dans la paix. Nous tous là, on n'a pas la capacité de voyager en jet privé pour aller ailleurs. Donc on voudrait vraiment sans papier d'ailleurs. On voudrait continuer à rester dans ce pays, à jouir pleinement de nos droits de citoyens et aller à revenir. Merci. Très bien. Merci Dieudonné Katakula. En 15 secondes. Oui, c'est pour vous remercier, mais aussi appeler les uns et les autres au sens de responsabilité. Et surtout, nous, hommes des médias et autres, dans nos prises de parole, quelles que soient les analyses que nous faisons, n'oublions pas que les gens nous écoutent et que on doit appeler les gens à avoir des comportements de paix, quels que soient les problèmes, même si on ne règle pas les problèmes avant mai, on va pouvoir les régler après. Voilà. Oui, donc, et le Bénin va continuer. En 15 secondes, s'il vous plaît. 15 secondes alors. J'insiste. Non, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, on avait peut-être plus peur. Très bien. Mais c'est ça, c'est le Béninois. C'est les Béninois qui ont fait qu'on a les élections. Merci. Par contre, je voudrais dire aux jeunes, nous, en notre temps, vous nous avez vu à l'université, on n'a pas attendu leur exemple. On les a combattus. Merci à vous, chers invités. Merci Dieudonné Katakula, Gilles Chris, Tidi, Georges Anagono. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. C'était l'hebdo des éditorialistes. Très bonne journée à vous tous.